pompiers volontaires, nouvelle péripétie. Los Angeles, 27 février 1952. Nous voici dans la caserne des pompiers volontaires de Los Angeles. Comment nous sommes arrivés là? Le destin. Mais revenons plutôt à la date du 21 février. Une fois digéré le coup dur de l'accident de moto, nous sommes parvenus à rejoindre Lautaro. Là, après une âpre discussion, et contre mon avis, nous avons résolu de faire souder la boîte de vitesse, réparation qui a duré 2 jours et nous a coûté tout ce qui restait de nos économies. Le premier jour, le pompiste du garage où nous avons laissé la moto nous a invités à déjeuner. C'est un Allemand. Il vivait au Paraguay avant de venir s'installer au Chili. Il a une fille, mariée, qui vit à Sarandí dans la région de Buenos Aires, et il nous prenait volontiers à témoin de son bonheur du moment qu'il n'entendait que des louanges sur l'Argentine. Nous étions ravis. Dans la soirée, nous nous sommes retrouvés avec un groupe de Chiliens qui nous a beaucoup rappelé ceux que nous connaissions au pays. Il y avait le baratineur, le Casanova, celui qui était la cible de toutes les plaisanteries acerbes, et le radin, et celui qui jetait l'argent par la fenêtre. Bref, ces petites villes ressemblent à n'importe quelle petite ville d'Argentine. Comme nous nous entendions plutôt bien, ils nous ont invités à boire du vin. Nous avons accepté avec plaisir, et quelques verres plus tard, nous avons tous décidé d'aller danser dans les quartiers chauds. La salle de bal était située à l'entrée de la ville. Des voitures et des camions garés en désordre devant un bâtiment de plain-pied faiblement éclairé nous indiquèrent que nous étions arrivés. En entrant, nous avons été accueillis par une bouffée de fumée empestant un mélange immanquable d'alcool et de sueur quand elle l'emporte sur le parfum. Quelques couples à moitié ivres s'étaient lancés dans une danse qui présentait une lointaine ressemblance avec le tango. Mais l'essentiel du public était amassé devant un comptoir en zinc où l'on servait des boissons alcoolisées, surtout du vin. Il y avait là des visages familiers. Deux ouvriers agricoles qui nous avaient aidés à réparer la moto, un autre qui, en attendant que Poderosa 2 soit sur pied, nous avait offert un petit récital de charango, un instrument fabriqué dans une carapace de tatou. D'autres, complètement sous, devinrent instantanément par la magie de l'alcool et du tango nos meilleurs amis depuis toujours. La femme de l'un d'entre eux n'a pas tardé à en pincer pour Pelao. Il est vrai que, malgré sa salopette crasseuse et sa barbe de 3 jours peu engageante, son statut d'étranger et son charme faisaient de lui une proie très convoitée. Pour ma part, j'ai dansé avec une indienne qui aime les Argentins et le tango et qui, malgré ses penchants, ne semblait guère vouloir me provoquer. Je songeais à la capacité d'adaptation de l'homme et à son système de perception sensorielle, quand un brouhaha me tira de mes considérations philosophiques. La cause en était Ernesto qui, excité par l'ambiance et le vin, avait tenté d'attirer dehors son admiratrice. Elle s'était d'abord montrée engageante, puis avait soudain changé d'avis et s'était mise à crier. Je vis son mari se précipiter, armé d'une bouteille, dans le dos de Fusère. Aussitôt, je lâchai ma partenaire et me jetai sur l'homme en le ceinturant. Je le plaquai au sol. Ou plutôt, davantage à cause du vin que de mon attaque, il s'effondra tout seul. Dans la confusion générale, j'emboîtai le pas à Pelao qui s'était déjà esquivé. Quelques minutes plus tard, de retour dans notre chambre, Fuseur me dit entre deux halètements: Si jamais nous retournons dans un de ces bals, nous devons jurer de ne plus faire tourner la tête des femmes. À l'exception de cet épisode, les 2 jours passés à Lautaro furent ennuyeux. Nous avons consacré l'essentiel de notre temps à la moto. Quand nous sommes partis, le pompiste a organisé un petit déjeuner d'adieu en présence de plusieurs de ses amis. De nouveau, j'ai pu noter la grande liberté de conduite des femmes chiliennes. La pudibonderie de la classe moyenne argentine, qui surveille toujours de près ses filles, ne se retrouve pas du tout ici. Nous sommes partis juste après le repas. Un nouvel incident, quelques kilomètres plus loin, m'a donné encore une fois l'occasion de constater le sang-froid et la réactivité d'Ernesto. Nous venions de quitter la zone habitée, où je conduis toujours, car, contrairement à Fusère, j'ai un permis de conduire international, et j'avais confié les commandes à mon ami lorsque, au détour d'un virage, nous sommes tombés sur un troupeau de bœufs. Au même moment, j'entendis Ernesto hurler, la voix tremblante: Le frein a lâché! Nous dévalions une colline, et la pente se terminait 400 mètres plus bas, par des rangées de peupliers. La moto prenait de plus en plus de vitesse, mais, curieusement, je ne ressentais aucune peur. En y repensant aujourd'hui,
sachant que juste derrière les peupliers coulait une rivière. J'admets que ça aurait pu être la fin du voyage pour Ernesto comme pour moi. Au mieux, nous nous en serions tirés avec quelques fractures. Sur le coup, j'enjoignis simplement à Fusser de freiner en rétrogradant et de jeter Poderosa 2 contre la colline. Avec une confiance peu commune pour un pilote inexpérimenté, Ernesto parvint à passer en troisième, puis en seconde, ce qui eut pour effet de ralentir considérablement l'engin. Enfin, avec difficulté, il enclencha la première. Ensuite, la moto étant devenue plus contrôlable, il la dirigea droit sur un talus. Tandis que je sautai vers l'arrière, il écarta les jambes et s'éjecta de la selle une fraction de seconde avant que la roue avant ne percute la colline. Nous nous sommes précipités vers Poderosa 2 pour couper le moteur afin d'éviter un incendie. Puis nous avons échangé une poignée de main, heureux d'être encore en vie. Ce qui était arrivé devait arriver. L'écrou à ailettes retenant le levier du frein s'était complètement usé et avait sauté. Nous sommes revenus à pied vers une ferme que nous avions repérée quelques minutes plus tôt. Là, nous avons obtenu de nouveaux écrous pour réparer le levier et nous sommes repartis 2 heures plus tard. Mais les réparations réalisées sur la boîte de vitesse n'empêchèrent pas le moteur de perdre de la puissance. La nuit n'allait pas tarder, aussi avons-nous trouvé refuge dans une biruela, comme on appelle ici les terrains plus petits que ceux d'une ferme. On nous proposa de loger dans le hangar à paille. Le journal de Temuco nous ayant dévancé, une des filles de notre hôte nous reconnut. Elle murmura quelque chose à l'oreille de son père, et nous fûmes conviés à partager le dîner. Ensuite, on nous installa dans la chambre d'habits. Le jour suivant, nous avons eu droit à un petit déjeuner royal, et sommes repartis convaincus que, dans les régimes bourgeois, la presse est bien le quatrième pouvoir, à en juger par le crédit que beaucoup de gens accordent aux mots imprimés davantage qu'à leurs propres yeux. Dans des mains peu scrupuleuses, combien ce pouvoir pourrait devenir dangereux. Et notre périple continua. À présent, nous nous battions autant contre la moto que contre la route défoncée. Accompagnés par les bruits de plus en plus inquiétants qui s'échappaient de Poderosa 2, nous avons fini par nous arrêter à midi sur le bas-côté de la route. À l'ombre des marronniers, nous avons démonté l'embrayage et ajusté l'écrou central. La moto roulait un peu mieux désormais. Nous avons commencé à grimper la colline qui borde le fleuve Malecot, un cours d'eau traversé par le plus haut pont ferroviaire de toute l'Amérique du Sud. À mi-chemin, la chaîne a encore lâché. Sans aucune pièce de rechange, nous étions contraints de nous arrêter. C'est un chauffeur routier qui nous a déposés dans le village de Coulipouli. Là, un forgeron a pu réparer la chaîne, mais dans cette succession d'incidents, la nuit nous a surpris. Un jeune homme qui habitait à côté de l'atelier nous a proposé de passer la nuit chez lui. En échange, nous avons dû subir toute une suite d'histoires dont il avait été, ou le témoin, ou l'un des protagonistes, et qui se terminait tout avec au moins un cadavre. Le lendemain, nous avons tenté de reprendre la route. En vain. Poderosa 2 implorait notre clémence. Nous avons décidé d'attendre le prochain camion qui proposerait de nous prendre en stop, ce qui n'a pas tardé. À mesure que nous roulions, nous étions de plus en plus convaincus qu'il serait préférable de laisser la moto à Santiago du Chili et de rejoindre Caracas par d'autres moyens. De cette façon, pensais-je, nous verrions davantage de choses et serions plus libres de nos mouvements. En outre, nous n'aurions plus l'air de globe-trotteurs à moto, ce qui donnait à tout ce qui nous entourait un je ne sais quoi de romantique et brouillait notre vision de la réalité. Le camion nous emmena jusqu'à Meleco. De là, nous avons essayé de continuer notre voyage à moto, mais Poderosa 2 produisant des bruits de plus en plus étranges et sonores, nous avons préféré mettre un terme à l'expérience. Une fois de plus, nous avons remis notre sort entre les mains des camionneurs, qui, avec leur patience à toute épreuve, nous ont aidés dans cette aventure plus souvent que toute autre profession. Pendant que nous attendions, Fusser prépara le maté, et, comme toujours, le parfum de l'infusion combiné à la beauté du paysage me donna envie de récapituler tout ce que nous avions vu depuis que nous étions entrés au Chili. La beauté des Andes, les petites fermes serties dans les crins dorés des champs de blé, les vergers remplis à profusion de pommes et de poires. Contrastant avec tout cela, les huasos pauprimés, aux vêtements misérables, inévitables ponchos et chapeaux effilochés à large bord, montant des petits chevaux aussi faméliques que les cavaliers eux-mêmes,
et cherchant dans la boisson une échappatoire à leur misère. Je repensais aussi aux contremaîtres qui remplacent leur patron pendant son absence. Tout en eux me révulsait, jusqu'à cette tenue de torero en retraite, avec cette courte veste noire étriquée, ce pantalon moulant qui descend jusqu'aux chevilles, ce chapeau à bordure posé de travers et cette paire de bottines à large éperon. Le genre d'homme qui manque de respect à ses propres ouvriers, les traitant d'ivrognes ou de tir au flanc, sans rien faire pour améliorer leurs conditions. Pire, il croit légitime de chanter les louanges du patron, alors qu'il se trahit lui-même, ainsi que sa propre classe. Mes ruminations furent interrompues par un camion qui venait de s'arrêter à notre hauteur. Nous avons chargé notre pauvre vieille moto et sommes retournés à Los Angeles. Nous avons fini par nous retrouver au commissariat de police, face à deux sergents, de retour de leur poste à la frontière argentine, et qui, parce qu'ils y avaient été bien traités, et voulaient rendre hommage à cette hospitalité, nous ont invités chez eux. En chemin, ils n'ont eu de cesse de louer l'hospitalité argentine. Le trajet étant long et leur histoire plutôt brève, nous y avons eu droit en boucle, assorti à chaque reprise de quelque enrichissement et de l'émotion croissante de nos amis. Hélas, la maîtresse de maison ne partageait guère l'enthousiasme de son mari pour les Argentins. Cette nuit-là, nous nous sommes endormis le cœur lourd et l'estomac bien vide. Los Angeles, 28 février 1952. La nuit dernière fut le théâtre de la plus incroyable et de la plus intéressante des aventures qui ont jalonné ce voyage. Dans la journée, nous avions sympathisé avec deux jeunes filles qui semblaient désireuses de faire notre connaissance. Nous nous sommes vite entendus, si bien qu'elles nous ont présenté le chef de la brigade municipale des pompiers volontaires. Aidés par nos nouvelles amies, nous avons obtenu de lui qu'il nous laisse dormir dans le hangar où sont garés leurs camions. Après dîner, nous sommes sortis faire un tour avec les deux filles. Cette fois encore, nous avons pu constater combien l'attitude des Chiliennes à l'égard des hommes s'oppose à celle des Argentines. Peut-être le fait que nous sommes oiseaux de passage facilitait-il cette familiarité? Je pense qu'il s'agit surtout d'une différence d'éducation. Ernesto et moi sommes rentrés à la caserne d'un pas tranquille, en silence, chacun méditant sur son expérience respective. L'endroit où nous nous étions installés pour dormir était étroit, avec une simple fente en guise de fenêtre. Fusser s'est allongé à côté, en proie à une agitation que je ne savais à quoi attribuer, son asthme ou la jeune fille. Quant à moi, je me tournai et me retournai dans mon sac de couchage. Me relevant pour la énième fois, j'ai trouvé un petit escalier conduisant jusqu'au toit, une espèce de coupole ouverte sur les quatre côtés. Il y faisait assez froid, mais j'y montai mon sac de couchage et m'endormis. J'ignore combien de temps s'était écoulé lorsque je fus réveillé en sursaut par un bruit si assourdissant que mes tympans faillirent éclater. Je me dressai d'un bond et sentis une corde frôler mon épaule. Elle était attachée au battant de la cloche qui sonnait l'alerte. Je m'étais endormi sous la cloche à quelques mètres à peine. Le vacarme et les vibrations étaient insoutenables. Je descendis l'escalier à toute vitesse et tombai sur Pelao qui demandait aux pompiers de garde de bien vouloir accepter notre aide. Le chef parut bientôt et nous tendit des casques et des vestes illifugés. L'instant d'après, nous traversions la ville à toute allure, agrippés au flanc d'un camion baptisé Chile España. 2 ou 3 kilomètres plus loin, nous avons aperçu les lueurs des flammes, puis senti l'odeur de la résine calcinée, typique d'un incendie de conifères. Malgré la rapidité avec laquelle nous étions arrivés sur place, le bâtiment de pins et de roseaux était presque entièrement détruit. Un groupe de pompiers s'attaqua au feu de broussailles qui avait gagné le bois voisin. L'autre groupe, dont nous étions, s'occupant de la maison et d'une annexe. J'étais responsable d'une des lances à incendie. Fusser, pour sa part, s'occupait de déblayer les débris. Une fois l'incendie maîtrisé, nous avons entendu les miaulements d'un chat coincé sur le toit fumant. En dépit des cris de protestation des autres pompiers qui voulaient retourner se coucher, Ernesto est allé le chercher. Quand il est revenu avec la pauvre bête dans les bras, tout le monde a applaudi et fit aussitôt du rescapé la mascotte de la caserne. Sur le chemin du retour, nous nous sommes demandé quelles étaient les probabilités pour que, lors de notre première nuit à Los Angeles, nous soyons témoins d'un incendie et aidions à l'éteindre. L'explication était cependant très simple. Dans cette région boisée, se déclarent chaque année près de 400 incendies qui surviennent soit par accident, soit par imprudence, soit du fait de propriétaires terriens qui incendient leur bois pour étendre leur culture.
C'est pourquoi la brigade de pompiers est sollicitée au moins une fois par jour, quand ce n'est pas 2 ou 3 fois. Le lendemain, on nous a offert des fanions, en remerciement pour notre participation. Santiago du Chili, 1er mars 1952. À Los Angeles, nous avons rencontré un chauffeur routier qui devait déménager des meubles à Santiago. Il nous a demandé 400 pesos chiliens pour transporter la moto et nous a pris comme déménageurs pour 50 pesos, repas inclus. Nous avons fait nos adieux aux pompiers de la caserne et d'autres un peu plus chaleureux aux 2 jeunes filles. Puis le camion s'est ébranlé. Nous avons atteint Santiago dans la journée de samedi. J'eus tout d'abord l'impression d'être de retour à Cordoba, même si les montagnes ici sont plus hautes et plus proches. Arrivé à destination, nous avons commencé à décharger le camion et Ernesto m'a une fois de plus surpris par une de ses réparties. Nous admirions en plaisantant la force de l'assistant du chauffeur qui, pour nous montrer combien il était costaud, avait sorti les meubles les plus lourds. Le conducteur, de son côté, nous observait en lâchant quelques remarques sarcastiques à propos de la fainéantise et de la mollesse des Argentins. Fusser et moi ripostions sans nous démonter. C'est le chauffeur qui, petit à petit, perdit patience. Quand il fut à court de clichés, il prit ses airs de grand patron et nous dit: Pour vous deux, vous vous chargez de cette armoire, c'est pour ça que je vous paye. L'armoire en question était un meuble aussi imposant que pesant, qui passait difficilement l'entrée de la maison. L'assistant du chauffeur allait nous prêter main forte quand son patron l'a arrêté en ricanant. Laisse, José. Nos 2 amis de Buenos Aires peuvent se débrouiller tout seuls. Pelao s'est tourné vers lui et, sans le quitter des yeux, a répliqué: Regardez ce que je peux faire, quand je le veux. Et s'adressant à moi: Mial, laisse-moi faire. Il saisit alors le meuble à bras-le-corps, le souleva de 10 bons centimètres et le tira le long du couloir jusqu'au milieu de la chambre. Puis il nous rejoignit sur le trottoir, dont nous avions assisté bouche bée à son exploit. C'est fini pour moi. Et il s'assit par terre, à côté de la moto. J'ignore encore où il avait trouvé la force de faire cela. Le déménagement terminé, nous avons déposé la moto dans un atelier de réparation tenu par un Argentin. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'ambassade d'Argentine pour voir si nous avions du courrier. Et nous avons rencontré le consul, un autre candidat pour entrer dans notre académie de personnages antipathiques. Il voulait nous convaincre qu'il souffrait d'un accident du travail. En l'occurrence, un ulcère gastrique provoqué par les boissons qu'il buvait pendant les réceptions auxquelles sa fonction officielle l'obligeait d'assister. Il se voyait déjà un pied dans la tombe. Ce sera plutôt des suites d'un delirium tremens, car il boit comme un trou.